Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Simone Veil et l'esprit du travail. Conférence par Philippe Guiton, philosophe et écrivain, à Marseille, Espace Salvatore, le 19 février 2009. Très heureux de vous revoir ou vous rencontrer pour la première fois pour certains, pour parler d'une philosophe qui fait partie évidemment de mes plus grands amours, qui est Simone Veil. Ce qui ne veut pas dire que de ce fait-là, je la comprends mieux que quiconque, mais disons que pour diverses raisons que j'espère on va découvrir lors de ces deux petites séances par rapport à l'immense œuvre qu'elle nous a laissée, on va essayer de découvrir un petit peu la profondeur ou d'approfondir ce que vous savez déjà sur Simone Veil. J'étais très heureux en tout cas de voir que, un peu contre toute attente, l'année de sa naissance, 2009, enfin l'année du centenaire de sa naissance, voit apparaître pas mal de livres, quelques émissions, en tout cas il y en a une qui est passée sur Arte, disons, il y a un retentissement. Et c'est évidemment, de mon point de vue, un juste retour des choses, puisque faut bien comprendre qu'après l'après-guerre, tout ce qui touchait à la pensée grecque, ou en tout cas un certain nombre de penseurs qui avaient touché des thèmes en rapport avec cette racine, ont été mis au banc. Pour des mauvaises raisons, à mon avis, mais qui peuvent se comprendre d'un point de vue historique. Mais disons, aussi bien Saint-Exupéry, que je comparerai pas à Simone Veil, mais qui travaille dans un autre domaine, que Simone Veil, ont été pour moi deux grands penseurs français. L'un plus évidemment dans le cadre de la littérature, l'autre dans le cadre de la philosophie, mais quelque part ils ont développé tous les deux une philosophie. C'était un peu des veilleurs, ils se sont mis en alerte durant la dernière guerre mondiale pour essayer de penser l'après-guerre. Sur quelles valeurs fallait-il fonder la deuxième partie de notre XXe siècle? Et comme pour diverses raisons historiques, leur pensée ne correspondait pas à la pensée dominante de l'après-guerre, on les a mis dans les cartons. On a continué à en entendre parler parce qu'ils étaient incontournables l'un comme l'autre, mais on est en train de les redécouvrir aujourd'hui, comme d'ailleurs les questions qui tournent autour du travail. Les questions qui tournent autour du travail sont relativement récentes au niveau de la réflexion du travail lui-même, des valeurs du travail, du sens du travail. Ce n'est pas une question politique, mais disons que ça a pu être remis au goût du jour lors des dernières élections. Bon, avec les slogans que vous connaissiez, ou en tout cas on s'est rendu compte, à gauche comme à droite, qu'il y avait une nécessité de repenser le travail. Et on va voir que repenser le travail, c'est une question de culture et de civilisation, puisque les crises que nous vivons sont des crises de valeurs. Et parmi les choses qui manifestent les valeurs, il y a avant tout, en tout cas comme terrain central, le travail. Bon, on va y revenir pour essayer de mieux comprendre peut-être l'actualité et en même temps pourquoi il y a une nécessité de remettre ces réflexions au goût du jour, puisqu'on a simplement fait un saut dans le temps d'une 60aine d'années et un peu plus, mais les problèmes qui avaient été posés par Simone Veil dans la première partie du XXe siècle sont tout autant d'actualité puisque on ne les a pas traités. On ne les a pas intégrés, on n'en a pas tenu compte. Et c'est ce qui rend cette pensée très contemporaine, même si ces textes ont plus de 70 ans, ou plus de 60 ans. Alors, je vais essayer d'être rapide. J'ai quand même resitué un tout petit peu Simone Veil dans sa vie, dans son contexte là-dessus. Bon, donc née en 1909 à Paris, morte en août 43 en Angleterre. Elle avait rejoint une des commissions qui travaillait autour de Gaulle justement sur les réflexions
les nouveaux droits de l'homme, qu'elle va nommer les devoirs de l'homme, texte auquel on aura accès quelque temps après sa mort, dans une publication qui s'appelle L'Enracinement, qui commence par les fameux besoins de l'âme et les devoirs de l'homme. Elle considérait qu'il fallait réfléchir non plus aux droits, mais aux devoirs de l'homme. Et elle fait une analyse historique du déracinement ouvrier, paysan, dans la deuxième partie de cet ouvrage, après cette première déclaration sur les besoins de l'âme et les devoirs de l'homme. Et c'est pendant la rédaction, ce travail en Angleterre, qu'elle va mourir assez précipitamment d'une forme de pneumonie aggravée. Ce n'était pas du tout une volonté d'atteindre à sa vie ou à son existence, mais il fallait comprendre que ces temps-là étaient des temps aussi d'engagement, des temps où il y avait urgence aussi de penser d'essayer d'agir par la pensée. On va y revenir sur cette forme d'action pour donner une réflexion pour l'après-guerre. Cette famille Veil, qui a eu 2 enfants illustres, André et Simone, était elle-même une famille très très particulière, avec beaucoup d'ouverture. Le père était médecin, la mère prenait différentes fonctions dans la société parmi différentes causes, mais disons avant tout, elle s'est occupée de l'éducation de ses enfants qui n'ont pas suivi le cursus scolaire tout à fait normal. Mais l'un a eu son deuxième bac à 15 ans, André en premier, qui était l'aîné, et Simone Veil, peu de temps après, à 16 ans, elle avait son deuxième bac. C'était des enfants clairement surdoués, qui s'entraînaient beaucoup l'un l'autre. Simone Veil a eu beaucoup cherchait à se hisser au niveau de son frère, qui était 2 ans son aîné, mais malgré qu'il était 2 ans son aîné, il se donnait la répartie, dans une vie culturelle très très pointue, au repas des Veilles, il n'était pas question de banalité. Il fallait soit parler en alexandrin, citer des vers, émettre des idées intéressantes. Ce n'était pas du snobisme, c'était vraiment l'idée que la culture était au cœur même de ce qui fondait l'humanité, et donc il fallait que toutes les occasions, dès le plus jeune âge, soient celles de mettre en avant les qualités humaines de leurs enfants ou de tous ceux qui étaient autour de la famille. Il y a beaucoup de témoignages maintenant qui sont mis en avant sur l'impact de cette famille tout à fait particulière. Donc, on va passer très rapidement son enfance qui est tout à fait passionnante d'un point de vue philosophique, dans le sens où avec Simone Veil, il y a très peu de distance entre ce qu'elle pense et ce qu'elle vit. C'est-à-dire, pour comprendre ce qu'elle pense, c'est parfois très utile de s'accrocher à ce qu'elle vit, puisque sa pensée étant tellement fulgurante, les phrases étant tellement rétrécies, pointues et coupantes, tranchantes et efficaces, que ces textes auxquels on a accès, qui sont avant tout ses pensées, ses carnets, elle a peu eu le temps dans son existence de poser une œuvre écrite, de faire des ouvrages clôturés et finis. Je dirais 90% de sa pensée, on les connaît dans ses carnets de notes journaliers, un peu comme Pensée pour moi-même de Marc Aurèle. C'était une réflexion sur le vif, sur les choses concrètes qu'elle rencontrait, à travers bien sûr toute une formation de la pensée très exigeante. Donc c'est par là qu'on la connaît, c'est par là qu'on l'a étudiée, c'est par là qu'on la comprend, mais évidemment sa vie elle-même nous permet d'éclairer, de nous aider en tout cas dans notre propre difficulté à la suivre dans sa pensée, d'éclairer ce qu'elle voulait parfois dire de manière très simple, mais qui pour nous, dans notre complication, nécessite de toucher à l'existence. Donc lire, mettons, le livre de Simone Pétrement sur l'histoire de Simone Veil, c'est pas simplement vouloir développer un fan club ou un amour d'une personne, c'est avant tout travailler sur sa pensée. C'est pour ça qu'on peut pas dire ça de tous les philosophes, mais pour Simone Veil, étudier sa vie dans le détail, c'est mieux comprendre sa pensée. Ça, c'est évident.
dès son plus jeune âge, les traits, en tout cas, de son caractère et de sa pensée sont déjà très affirmés. On fait un grand saut dans le temps, puisque le but n'est pas aujourd'hui de traiter la vie de Simone Veil, mais de la question du travail. Pour ce qui concerne son propre travail intérieur et le travail sur sa pensée, la grande rencontre, c'est bien sûr la rencontre avec Alain, qu'elle va faire après son baccalauréat, entre 16 ans et 17 ans, elle va rencontrer le maître, personnage imposant, percheron, d'une grande stature, qui pouvait sembler un peu distant et d'une grande rigueur, mais qui s'avère être l'un des grands enseignants du XXe siècle et l'un des grands accoucheurs d'âme. À part l'intérêt de sa pensée, de ses propos, de sa manière d'inclure la philosophie dans le quotidien à travers des milliers de petits articles qu'il publiait dans le journal normand jour après jour. Donc ça veut dire mettre en contact la pensée et l'actualité, la philosophie et l'actualité, ce qui est une caractéristique de ce que je nommerais la philosophie française, histoire d'être un peu heureux en tout cas de cette caractéristique de marier l'action, de marier le quotidien avec la pensée, de ne pas avoir peur de se perdre dans l'incarnation des choses. Et là-dessus, évidemment, cette rencontre est très puissante, puisque pour Simone Veil, déjà à cette époque, une pensée qui n'est pas mise en action n'est pas une véritable pensée. Ce que va faire Alain, c'est réussir à formaliser, à lui permettre de développer une méthode dans sa pensée. C'est-à-dire, il va lui apprendre le sens du travail, pas évidemment dans le sens du travail ouvrier ou de la pensée du travail ouvrier. C'était un radical. Il a une pensée politique, Alain, il cherche une forme d'équité dans la société, mais il n'est jamais allé comme Simone Veil jusqu'à l'idée qu'il fallait tout vérifier par l'action, par son engagement sur le terrain. Par contre, il a un terrain d'action très réel, Alain, et il va former Simone Veil dans ce sens, c'est le terrain d'action de la pensée. C'est-à-dire, la pensée est un travail. Ce n'est pas lié au fait d'être doué de naissance ou non. La grande force d'Alain, c'était quand on lui faisait un topo, quand on lui rendait une réflexion, jamais il ne mettait en avant ce qui n'était pas bon. Même s'il n'y avait qu'une toute petite idée intéressante, il allait la grossir et il allait toujours inviter son jeune interlocuteur qu'il traitait toujours comme un adulte. Il le prenait dans une relation par le haut, pas sans familiarité, mais justement avec l'exigence et la rigueur d'une pensée en formation qui doit se développer, qui doit s'exprimer en mettant toujours en avant le potentiel de son élève. Et donc il mettra toujours en avant ce qui était positif, et il va exiger beaucoup de Simone Veil pour qu'elle rende sa pensée accessible, simple, directe, et aussi respectueuse de toute une histoire de la philosophie. C'est-à-dire, Alain savait former des disciples. Qu'est-ce qu'on appellerait un disciple dans ce sens-là? C'est-à-dire, quelqu'un qui travaille la discipline de penser sur lui-même, en étant capable de respecter tous les penseurs précédents, être capable de se mettre sur l'épaule des géants, dialoguer avec eux, comprendre que le but n'était pas de faire une philosophie nouvelle, mais toujours d'aller un peu plus loin, de creuser un peu plus, d'aller un peu plus à l'intérieur des choses. Ce n'était pas des enseignements de mode, avec la volonté simplement d'étudier le dernier qui avait parlé, mais plutôt de se forger à travers les outils de la pensée et la culture de la pensée, depuis le plus loin auquel on pouvait aller chercher. Et ça va permettre à Simone Veil d'ailleurs, dans ses recherches, en précurseuse, d'aller en Orient chercher une partie de ses pensées. Quand elle va voir, mais on en parlera un peu plus la semaine prochaine, quand elle va avoir un contact plus puissant avec la spiritualité,
elle ne va pas se contenter de lire les choses de sa propre tradition, elle va aller lire le Popol Vuh, la Bhagavad Gita, elle va s'intéresser au sanskrit, donc à la philosophie védique, à la philosophie bouddhiste, enfin, elle va aller chercher la pensée là où elle se trouve, sans état d'esprit particulier de dire seule la philosophie occidentale est intéressante ou autre, alors qu'en université encore, je dirais un petit peu aujourd'hui, ou en tout cas récemment, il était clair qu'il n'y avait de pensée que la pensée occidentale, de la naissance de la pensée grecque. Donc Alain va beaucoup lui exiger. Son premier devoir, il va le refuser, hein, mal écrit, pas une belle écriture. Elle va reprendre son écriture comme dans les livres d'enfants, mais derrière l'écriture, il y aura toujours l'idée de creuser, aller plus loin, s'impliquer plus par rapport à ses intuitions. Il va bien sûr reconnaître le côté totalement étranger, martienne, comme parfois elle va être appelée, on va l'appeler la martienne, la Vierge Rouge aussi, mais la martienne dans le sens où elle n'était pas du tout comme les autres. C'est clair qu'elle avait une forme de fulgurance de pensée qui, dès les premiers topos qu'elle va rendre à Alain, vont mettre en évidence un esprit tout à fait à part. Mais il ne va pas céder à la tentation de la complaisance, Alain. C'est-à-dire élève doué, exigence supérieure. Et elle va dire maître doué, exigence supérieure du disciple. C'est-à-dire que quand elle devait rendre, mettons, un devoir par tous les 15 jours ou autre, elle en rendait toutes les semaines. Elle faisait des topos, comme on avait le droit de le faire avec Alain, sur tous les sujets qui la préoccupaient. Et le maître va jamais batailler par rapport au fait d'être d'accord ou non avec ses idées. Il y a des choses sur lesquelles ils seront en accord, il y a des choses sur lesquelles ils seront pas forcément en accord. Mais Alain avait la grandeur d'un maître qui ne cherche pas à ce que ses disciples disent la même chose que lui, mais plutôt de les former à la pensée. La pensée n'appartient à personne. Ce qu'il faut, c'est obtenir la rigueur d'un travail. Je rappelle toujours le travail que donnait Alain, 2 heures d'écritoire par jour. Si on voulait se former, il fallait se mettre 2 heures derrière une page blanche et écrire. Avec une marge, hein, pour pouvoir ensuite rajouter des choses. Mais on écrivait, on travaillait. Et la pensée ne nous est pas donnée à la naissance. C'est ça la grande force de cette ligne de travail, c'est qu'on est, et ça va être pareil pour Simone Veil, il y aura jamais cette idée qu'il existe des idiots et des gens intelligents. Elle va beaucoup s'impliquer dans l'éducation ouvrière, parce qu'elle considère que c'est un don de tous les hommes de pouvoir penser. Il y a simplement ceux qui travaillent plus et ceux qui travaillent moins, ceux qu'on encourage plus à travailler et ceux qu'on encourage moins à travailler. Mais il n'y a jamais d'idiots. Il y a une forme d'égalité, de potentiel. Alors c'est pas de l'égalitarisme simple en disant tout le monde est intelligent de naissance. Non, tout le monde a le potentiel de. C'est-à-dire, nous faisons partie d'une même humanité qui a le même potentiel. Simplement, il faut le travailler. Il faut s'impliquer. Son combat, elle, va être celui de l'éducation. Il faut s'impliquer le plus possible pour rendre l'élève qui pourrait d'ailleurs se sentir infériorisé ou mis au banc de la société parce qu'il a une autre forme d'accès à la connaissance, il faut réussir à trouver toujours les moyens pédagogiques de le hisser au meilleur de lui-même, de le tendre vers le haut. C'est toujours une vision verticale. Elle disait une chose sur l'arbre que j'aime beaucoup. Elle dit, moi j'aime pas les arbres qui poussent de manière horizontale. Mon imaginaire, c'est un arbre qui fait le minimum de feuillage pour pousser le plus possible vers le haut. Il faut faire des feuilles, il faut faire du branchage, mais le plus possible près du soleil. Donc ce qui l'intéressait, c'était l'élévation. C'était pas de s'attarder dans une place, une horizontalité, une reconnaissance par rapport au savoir, mais le savoir est fait pour nous verticaliser, pour nous hausser, pour nous monter au meilleur de nous-mêmes, pour accéder à la pensée qu'elle voyait toujours comme un mystère inaccessible. La vérité était quelque chose qui était une quête. C'est un combat. Quand on parle de Simone Veil, on parle d'une guerrière. Une guerrière de la paix, une guerrière de la pensée, une guerrière de l'égalité, mais c'est quelqu'un d'extrêmement militant. Elle remet au goût du jour des mots un peu galvaudés aujourd'hui, qui est une militance, un engagement en parfait respect de sa propre pensée. Pas un engagement, elle détestera les partis, elle ne se fera pas baptiser malgré
cette forme d'illumination ou de contact, de grâce. On parlera de pesanteur et la grâce la semaine prochaine. Malgré tout ça, elle n'acceptera pas de rentrer dans une église, puisqu'elle considère pas que la chrétienté ne correspond pas à ce qu'elle vit, ni la forme de vivre son propre contact, son propre lien avec le sacré, mais qu'il faut rester philosophe, c'est-à-dire il faut pouvoir vivre les choses de l'intérieur, mais avec une distance par rapport aux formes closes des partis, des syndicats ou des églises. C'était son rôle, c'était sa vocation, de ne pas s'engager. On s'est beaucoup posé de questions, mais s'est-elle engagée au Parti communiste? A priori, elle n'a jamais pris sa carte. Par contre, les militants l'intéressaient. Les militants syndicalistes l'intéressaient. Et elle va beaucoup décrier. On va la mettre plutôt au banc, parce que on va dire, mais bon, il y a un problème. Dans tous les partis, dans tous les syndicats, il y aura un problème avec elle. Elle n'acceptera pas de se plier comment dirais-je, à la voix unique du parti. Pardon ? Aux exigences institutionnelles. Tout à fait, aux exigences institutionnelles. Bon, bien sûr qu'elle va avoir un parcours, comment dirais-je, de militante à l'intérieur même de Cagne, Hippocagne, de son travail d'agrégation, puisque avant même qu'elle ait fini ses études, elle va aller enseigner aux ouvriers, elle va essayer d'entraîner ses camarades dans toutes les causes de l'époque. Disons que il y avait une espèce de fulgurance de Simone Veil où on savait que on allait être happé pour une cause ou pour une autre. Il n'était pas question de rester inactif. Et sa puissance de persuasion, c'était pas quelqu'un d'à part dans le sens de se mettre à côté de la communauté humaine. Elle était toujours au cœur, considérée plutôt comme une bonne camarade. Difficile simplement à suivre dans le sens où elle dégageait un tel engagement par rapport à la société, au monde qui l'entoure. Comme elle dira elle-même, une corporisation du malheur de l'humanité, de l'injustice. Ça la touchait corporellement. C'est pas simplement un choix de donner ses premières payes de professeur ou autre pour la condition ouvrière. Elle ne pouvait pas faire autrement. C'était pas un choix moral pour se faire bien voir. C'était une notion d'authenticité, d'intégrité de vie. Toute sa vie est basée sur l'intégrité. Je ne peux pas penser et agir de manière différente, et je ne peux pas participer à une humanité sans me sentir engagé de toutes les causes, pour les plus faibles, bien sûr, pour les plus opprimés, pour ceux qui ont le moins d'accès à la pensée. Donc, à la liberté, puisque pensée et liberté vont de pair à partir du moment où cette pensée est charpentée, structurée, méthodique, c'est-à-dire que nous libère de nos instincts, de nos sensations animales simplement, ne nous libère de l'esclavage, de notre simple programmation, de simplement qui est du domaine de l'acquis. Il faut devenir humain, il faut se construire en tant qu'être humain. Sa vie va être bien sûr toujours remplie d'exigences de formation et d'éducation, peu importe où elle passe, en plus de ses cours, en plus de son enseignement, elle va toujours donner des heures supplémentaires de cours gratuitement à ses élèves, mais aux ouvriers, mais aux responsables des syndicats. Elle va prêter sa plume à toutes les causes qu'elle considérera comme justes. Et quand on dit prêter sa plume, c'est prêter ses idées. On veut pas de ses idées, on prend pas son article. Enfin, c'est pas une complaisance. Mais dès qu'on la sollicitera, elle passera ses nuits et ses nuits blanches pour utiliser sa pensée, la formation de sa pensée au service de ce qui peut être utile. Bien sûr qu'elle manifestera aussi, bien sûr qu'elle s'engagera dans différentes actions de terrain. C'était quelqu'un, on va en parler par rapport au travail, qui va s'inclure à chaque fois dans le travail manuel, mais c'est pas quelqu'un de doué du tout pour le travail manuel. C'est comment dirais-je, c'est une exigence et un devoir de confronter sa pensée à l'action pour mieux penser. Mais à chaque fois, ça lui réclamera un effort absolument extraordinaire. Déjà parce qu'elle a une santé extrêmement fragile dès son plus jeune âge. Elle avait failli mourir entre 2 et 3 ans.
Elle avait été plus d'1 an pratiquement alitée. Bon, toute sa vie est une forme de calvaire. Bon, il y a eu quelques études de fait par rapport à ces maux de tête très puissants et très forts durant toute son existence. C'était pas du tout parce qu'elle voulait se meurtrir ou qu'elle ne s'occupait pas de sa santé. Grosso modo, elle avait une santé très fragile. Elle a fait avec, et c'est plutôt sa volonté qui lui a permis de vivre si vieille, même si elle est morte si jeune. C'est plutôt le contraire que je mettrais en avant. Enfin bon, il y a différentes manières de regarder les choses par rapport à Simone Veil. Donc, toujours un grand engagement, une volonté de descendre sur le terrain. Elle va aller dans la guerre d'Espagne, assez maladroite, elle va mettre les pieds dans un chaudron d'huile bouillante, elle va être rapatriée assez rapidement, mais surtout ça lui donnera une vision très claire les causes, que ce soit des anarchistes ou de l'autre côté, ça mettra en évidence ce qu'elle avait déjà évidemment partagé en pensée avec Alain sur l'horreur de la guerre, sur ces formes d'engagement qui n'ont aucun sens puisqu'ils bafouent l'humanité, ils bafouent la valeur essentielle de l'existence qui est l'être humain. Mais disons qu'elle va avoir besoin d'aller au cœur même de l'action. Pour le faire, elle va se battre, elle cherchait pas du tout à écrire quelque chose pendant la guerre, elle se battait pour faire un bataillon d'infirmières de première ligne. Elle essayait de persuader l'entourage de Gaulle qu'il fallait qu'elle forme des infirmières pour être parachutées là où il y a la guerre, pas en arrière-ligne. Hein. C'est-à-dire, elle sentait tellement la nécessité de prendre part à l'action et en même temps de faire acte de pacifisme, tout en étant utile par rapport au combat pour la liberté, qu'elle aura toujours des idées aussi saugrenues les unes que les autres pour son temps, hein, d'engagement. Simplement, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, elle va pas être suivie ou elle va pas réussir à persuader d'agir de cette sorte. Hein. C'est un peu comme Saint-Exupéry qui est obligé de se battre pour continuer à piloter ou agir en tant que pilote. On voulait absolument le préserver comme écrivain. Mais lui, il disait, mais qu'est-ce que vous voulez que j'écrive si je vis pas? Et Simone Veil disait la même chose. Qu'est-ce que vous voulez que je pense? Je ne pourrais pas écrire une seule ligne si, de toute manière, je ne mets pas en application mes pensées. C'est la seule manière que la pensée prenne sens. Et qu'elle soit efficace et utile. Souvent, elle dira, c'est pas parce que je n'avais pas pensé, parfois, grosso modo, la même chose avant l'expérience. Mais l'expérience changeait ma vision du monde, changeait mon regard sur le monde. Ça donnait une authenticité, un impact qui est celle de l'intégrité, qui est celle de l'authenticité de quelqu'un qui dit quelque chose parce qu'il l'a vécu dans sa chair, qui ne prend pas du tout la même force que quelqu'un qui dirait une même vérité vécue simplement dans son intellect. Bon, j'insiste là-dessus, mais c'est important de comprendre cette forme d'accès à la philosophie qui nous est assez étranger par rapport au fait que cette discipline philosophique est devenue un engagement, si engagement il y a dans tous les cas, purement intellectuel, mais pas de mise en pratique. Ouvrière agricole à Marseille, on connaît ces cahiers de Marseille, qui font évidemment partie des plus intéressants, qui sont très intéressants. Bien sûr, avec en plus tout le contact avec le père Perrin, en plus d'après Gustave Thibon, enfin bon, tous ces contacts et ces réflexions spirituelles intérieures, en plus de toute la construction de sa pensée avant de rejoindre Londres. Alors, essayons d'entrer un peu dans la réflexion par rapport au travail. Je vais pas commencer du tout par une analyse politique, sociale ou une réflexion par rapport à son vécu en usine. Je pense qu'il est important de resituer ce qui charpente sa pensée, ce qui l'a fait penser le travail. La première chose, pour pas en faire comment dirais-je, autre chose de ce qu'elle est, ce qu'elle représente, c'est avant tout évidemment quelqu'un qui mettra toujours en avant par rapport à l'homme la pensée. Comme je le disais tout à l'heure, le premier travail, c'est la pensée. Il faut véritablement pouvoir mettre en avant l'esprit. C'est l'esprit qui caractérise l'homme. C'est une évidence, mais ça se traduit pour elle dans le sens du développement d'une intensité par rapport à la perception du réel. Sa ligne de travail est une ligne de travail sur l'attention.
je dirais l'attention et la concentration. Il faut pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Donc, ça nécessite un effort pour atteindre le réel. Mais atteindre le réel, c'est atteindre les valeurs, les idées, les eidos en tant qu'idées formes. Il faut pouvoir voir les formes qui structurent le réel. L'idée est une forme en elle-même. C'est pour ça que la pensée et l'idée est une action déjà. C'est une mise en forme, c'est un support, l'idée, pour quelque chose qui n'est pas conditionné ni conditionnable. Le premier conditionnement, c'est l'idée. Et vous comprenez que c'est un conditionnement, c'est un extrêmement détaché de ce qu'on pourrait parler de la matière ou de la manifestation et du réel. Mais c'est déjà une forme, une idée. Ça, c'est quelque chose de très grec, c'est quelque chose qui est au cœur même de la pensée grecque. Une idée est une forme. Et il faut pouvoir voir dans le réel les formes, les idées, ce qui est derrière la réalité visible. Les idées ne sont pas directement visibles. Les formes structurent ce que nous voyons. Mais nous sommes aveugles à la pensée. Nous sommes aveugles aux idées si nous ne formons pas, si nous ne réussissons pas à mettre en route cet outil à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, tout le travail est un travail pour déchiffrer le monde. C'est pour ça qu'elle nous dira « seule la pensée est action ». Ça nécessite une réflexion. Comment quelqu'un d'engagé peut nous dire « seule la pensée est action ». Ça, on pourrait le comprendre comme une justification intellectuelle. Non. Une action de toute manière humaine qui n'est pas mue par la pensée n'est pas une action, n'est pas un travail au sens même où elle va le définir. Ça fait partie de la nécessité du fonctionnement du monde où les lois sont à l'intérieur de ce monde. Tout est nécessité dans ce monde. Mais simplement, l'homme dans tout ça a besoin de déchiffrer pour être homme. Le monde est monde par lui-même. Mais l'homme est homme que s'il arrive à déchiffrer le monde. C'est-à-dire que s'il fait un acte de pensée par rapport à son travail, son action, son incarnation dans le monde. Donc, la vie sera d'autant moins humaine que la capacité individuelle de penser et d'agir sera plus grande. C'est des phrases que je vous cite de Simone Veil. La vie sera d'autant moins humaine que la capacité individuelle de penser et d'agir sera plus grande. Il faut pouvoir véritablement penser et agir en convergence, ensemble, pour pouvoir faire que le monde soit humain. Ça, c'est quelque chose qui interpelle. Quel est le rapport entre pensée, action et humanité? C'est tout le cœur de sa philosophie en général et sa cœur de philosophie pour le travail. C'est-à-dire, son premier combat par rapport à la condition ouvrière, par rapport à la réflexion du travail dans son temps, c'est le fait de faire penser les ouvriers. Vous ne serez jamais libre si vous obtenez pas le logos. Il faut que vous puissiez penser par vous-même. Personne va penser pour vous. Ce qu'elle va se rendre compte dans son expérience ensuite, c'est que les ouvriers parlent très mal de leur travail. Ils ne répètent que des mots préétablis. On pourrait dire par les syndicats, par tous ceux qui veulent leur faire dire quelque chose. Mais comme on ne les forme pas à la pensée, ils n'arrivent pas à penser leur travail. C'est pour ça qu'il y a manipulation des travailleurs. Oui. Parce que pour pouvoir penser et s'améliorer soi-même et améliorer sa condition de travail, il faut être éduqué et formé à la pensée. C'est pour ça que son combat de toute sa vie, ça va être la formation des ouvriers. Les universités populaires, pour être clair. Elle va chercher toujours à se dire les principes de la science doivent être accessibles, même si on n'a pas fait de longues études. Il y a une manière pédagogique de donner l'essence des choses. La question n'est pas une instruction encyclopédique. La question est le nettoyage de la pensée pour la séparer des fantaisies, de tout ce qui nous empêche de prendre du recul. C'est pas une question de quantité de choses à connaître. C'est une question d'outils à nettoyer, à mettre en route. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là où c'est un outil de travail. La pensée est un outil de travail.
et il faut travailler la pensée. C'est les deux choses à la fois. Donc, amener l'ouvrier, amener dans l'instruction ouvrière le pouvoir du logos, pouvoir à la fois de la pensée, de l'intelligence et de la parole, pour modifier le monde. On ne modifie le monde qu'en changeant sa manière de voir le monde. La pensée est plus puissante que les armes et que l'action. C'était pas une révolutionnaire, au sens où on l'entendrait aujourd'hui. C'était quelqu'un qui était une évolutionnaire. C'est qu'elle considère que pour évoluer, ça ne peut passer que par un changement de manière de voir le monde. Il n'est pas question, ces discussions, elle va avoir des discussions nocturnes avec Trotsky, avec des gens très impliqués. Mais évidemment, jamais ils ne seront d'accord. Pour une raison simple, comme elle dira toujours. Et tous ces Trotsky, Lénine, Staline et autres, jamais ils ont été travaillés à l'usine, jamais ils ont vu la vérité telle qu'elles étaient. C'est-à-dire, ils ont intellectualisé la condition ouvrière, la réalité du travail, etc. sur ça. Ils ont mis le peuple au service d'eux. Elle va trouver beaucoup plus de choses intéressantes chez Marx, tout en n'étant pas marxiste, par rapport en tout cas à la réflexion sur l'importance des conditions matérielles, de se confronter à la matière pour pouvoir penser. Ça, oui, elle va le prendre. Mais fondamentalement, elle considérera qu'il n'y a pas d'évolution sans travail de la pensée, sans nettoyage de tous les impuretés de notre outil qui nous permet de penser. Ça, on l'a vu que c'était un héritage, bien sûr, c'est l'héritage qu'elle nous donne, mais aussi un héritage pour la pensée qu'Alain a réussi à mettre en évidence. C'est pour ça que la pensée est une responsabilité. Elle a un contact, elle est à la fois très très joyeuse, comme professeur, comme femme, comme collègue, comme élève. Il y a beaucoup de joie chez Simone Weil. Mais c'est une joie empreinte de profondeur, de gravité, de profondeur. On garde souvent, nous, le côté que profondeur, souffrance, parce que je sais pas, on a besoin, même chez Pascal ou chez certains de nos philosophes, on met toujours en avant ce côté un peu meurtri, on se complaît dans le pathos. Mais non, pas du tout, c'est quelqu'un d'extrêmement joyeux, mais de profond. Bien sûr qu'elle va avoir des épreuves de vie, bien sûr qu'il y a une forme de légèreté, comme elle dit, qu'elle va perdre un peu dans ses expériences d'usine, dans ses expériences terrain, dans ses expériences de souffrance de l'humanité. Mais ce côté joyeux n'est pas un côté léger, simplement. C'est ça la force de cette philosophe. C'est quelque chose qui est mis en correspondance avec une responsabilité, un engagement. Écrire quelque chose, penser quelque chose et être engagé. On ne peut pas dire des bêtises. Cette idée de que chacun pense ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, est pour elle meurtrier. C'est comme si chaque boulanger faisait un coup du pain avec de la terre, de la boue, après il prend un peu de blé, il fait comme il veut le pain, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, le consommateur, il chercherait quand même à avoir du pain qui soit du pain. Donc on fait pas du pain avec n'importe quoi et n'importe quelle recette. Il y a différentes manières d'accommoder le pain. Mais les règles sont à peu près les mêmes. Autrement, c'est pas du pain. Et d'ailleurs, on le voit bien. Si ça tue pas le cycle ou le rythme du pain et du levain et autres, on voit combien de temps ça dure. C'est-à-dire, c'est un phénomène de mode, le pain. 2 heures. Bon, c'est pareil pour la pensée. Il n'y a pas de phénomène de mode de la pensée. Il n'y a pas la notion de prendre une pensée à un moment donné sur quelque chose parce que c'est utile ou parce que ça va servir quoi que ce soit. La pensée, c'est sérieux. Et c'est pour ça que on ne peut pas prendre une ligne de Simone Weil. Allez, je vais être un peu extrémiste, mais il faut l'être. Parfois un peu par rapport en tout cas, au fait d'honorer son travail et sa pensée. Une fois tous les 100 ans de sa naissance. Je crois qu'on peut pas prendre une ligne de Simone Weil qui serait à l'opposé de l'essence de sa ligne de pensée ou d'un respect de la pensée. C'est pas qu'elle n'a pas pu se tromper sur certaines choses, mais ce qu'elle a voulu dire, à travers même des causes sur lesquelles elle aurait pu choisir une cause erronée de bataille, les raisons pour lesquelles elle a choisi cette cause sont en général, en tout cas pour ma part, je les considère non erronées. Les idées qui sont derrière restent d'actualité et justes.
C'est ça qui fait qu'elle transcende son temps. Enfin, comme tout grand penseur. Hein, Pascal a pensé sur son temps, mais les pensées de Pascal sont d'actualité. Simone Veil a pensé sur son temps. Mais ça, c'est la matière qui lui permet de faire émerger les idées, les formes, qui, elles, sont atemporelles. En tout cas, qui dépassent son temps. Donc, il y a un sérieux qu'il faut comprendre par le fait que, pour elle, la pensée engendrant l'action, l'action permettant de vérifier et engendrant une pensée plus pure, je ne dois pas penser n'importe quoi, je ne dois pas écrire n'importe quoi. Bien sûr, je dois essayer de ne pas faire n'importe quoi. C'est une exigence intellectuelle de celui qui pense, ressent et agit en convergence. C'est pour ça qu'on en est si amoureux dans une école de philosophie qu'on essaye de construire comme la nôtre. Puisque l'idée essentielle de toute école de philosophie à la manière classique, c'est l'authenticité et la convergence. Penser, sentir et agir en convergence. Pas être sage, être amoureux de la sagesse. Chercher en tout cas cette authenticité. Pour les sages, on attendra. Mais pour se former à le devenir un peu plus, ça, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas à attendre. Donc cette responsabilité, cet engagement met en évidence, par rapport à la vision de l'homme et de la pensée, une confrontation au monde. Pourquoi cette confrontation au monde? Parce que le monde nous oblige à rentrer dans la nécessité, c'est-à-dire dans les lois de l'espace-temps. Si je veux savoir si ce que je pense est une fantaisie ou si c'est véritablement de la pensée, il faut que je le confronte. Le monde est une épreuve. Parce que le monde dans l'espace-temps nous donne concrètement le résultat, l'effet de ce qui est la cause. Si la cause c'est l'eidos, la pensée, l'idée forme. Bon, pour que cette forme, qui est en fait comme un champ magnétique, pour voir ce qu'est ce champ magnétique, s'il est juste ou pas, il faut mettre de la limaille, il faut le confronter au fait de pouvoir voir cette pensée dans les actes, dans l'action. Et là, effectivement, on va simplifier et purifier la pensée parce qu'on ne peut pas tricher avec le plan physique. C'est pour ça que quand elle parlera du travail, elle parlera de l'importance du travail manuel. On peut beaucoup tricher en communication. On peut beaucoup tricher intellectuellement. Par rapport au plan émotionnel, au lien à la communication, c'est un jeu qui peut être un jeu de la séduction, un jeu de la rumeur, un jeu de miroir, la psyché, un jeu de miroir qui reflète ce qu'on lui dit de refléter. La pensée elle-même, il suffit que vous partiez d'un bout d'hypothèse erronée, toute votre réflexion sera très intelligente et très logique, mais ce sera une contre-vérité. Très difficile de déterminer dans une construction intellectuelle où est la déviation. Il y a des spécialistes, on appelle ça des sophistes, qui développent une pensée tout à fait juste, passionnante. On écoute à la radio, on les voit même à la télé parfois, ailleurs. C'est passionnant, c'est fascinant. Le jeu de la pensée. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, ça prend un virage à 90 degrés ou à 180 sans prévenir. Là, il y a une erreur. On a triché. Et hop, on arrive à une conclusion qui, elle, est totalement erronée. Par contre, sur le plan physique ou énergétique, essayons de tricher. Entrez dans un atelier de menuiserie, essayez de tricher en faisant votre chaise. Oui, vous pouvez cacher les défauts, comme les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Ceux qui ont fait ça, bon, on n'avait pas beaucoup de sous, donc on a acheté ça au faillitaire à l'époque, comme je raconte toujours. Bon, on s'en aperçoit que c'était le faillitaire. C'est une faillite, ces chaises. Elles sont jolies, elles sont belles, esthétiquement, elles semblent très bien. Mais tout se décolle systématiquement, un par un. On est obligé de passer 1h30 par chaise pour les recoller. Donc c'était effectivement pas très cher. Bon, on aurait bien pensé à vous donner des coussins, mais on a choisi des chaises. Mais il faut les entretenir. C'est-à-dire, toute tricherie sur le plan physique et énergétique implique quelque chose de non économique et de non écologique. C'est-à-dire, toute capacité de nier les exigences et les nécessités de l'espace-temps se paye très cher.
Je vous fais pas un topo dans notre monde en crise. Nous payerons 10 fois le prix de nos précipitations, de nos raccourcis, de volonté de tricher avec la matière, avec les cycles, avec les nécessités de l'existence. Ça se paye très cher. Je veux pas être fataliste, mais disons que bon, on aura beau avoir maintenant fini de voter le Grenelle de l'environnement et le reste. Le problème, c'est que même si on est d'accord maintenant pour en partie avec les idées, le financement, on n'a plus les moyens, on a dépensé les moyens qu'on aurait eu de faire les choses correctement. Donc de toute manière, c'est cuit. La nature ne donnera pas autre chose comme possibilité qu'un travail acharné, sueur et larmes, disait l'autre après la guerre. Oui, ça risque malheureusement d'être ça, puisque cette confrontation au monde, à l'espace-temps, oblige à s'exiger la rigueur, l'objectivité par rapport aux résultats qu'on obtient. C'est-à-dire, l'une des clés de sa vision du monde, c'est le lien entre les moyens et les fins. Et donc, quand j'arrive à un résultat concret, ça dénotera toujours des moyens que j'ai utilisés pour. Et donc, il n'est pas question de créer une coupure entre la pensée et le résultat de la pensée. On peut dire, oui, la pensée était très juste, mais ça a dévié. Possible. Il est possible aussi que la pensée n'était pas tout à fait juste. Et c'est pour ça qu'elle a dévié. Parce qu'elle était déviante. Dès le démarrage, peut-être à 1 degré ou 2 degrés. C'est ça l'intérêt de la confrontation. Elle a écrit un texte très beau sur une histoire, un conte, quand elle avait 16 ans, autour des 6 cygnes. Les oiseaux, les cygnes. C'était la transformation des 6 frères d'une sœur en cygnes, suite je vous passe l'histoire. Et elle devait tisser jour après jour une étoffe avec des fleurs, etc. pendant, je crois, 7 ans, en faisant vœu de silence, avec persévérance et constance, pour pouvoir, le jour venu et le moment venu, jeter cette toile au-dessus des 6 cygnes pour qu'ils puissent se retransformer en homme. Ça nous donne un petit peu son état d'esprit sur ce qu'est la confrontation au travail, à l'œuvre et au réel. C'est un travail qui se fait avec beaucoup d'humilité, beaucoup de silence, beaucoup de persévérance, beaucoup de constance. Dans sa pensée, ça se sent. Quand elle doit écrire un texte pour être publié, elle y travaille, retravaille, peaufine. C'est une œuvre en travail. Quand je vous citais l'écritoire de 2 heures par jour, c'est un entraînement à comprendre que la pensée et l'écriture n'est pas automatique. C'est pas j'ai écrit mon texte, j'ai eu l'inspiration. On va vers l'essence des choses. Avant d'écrire une pensée dans son journal, je pense qu'elle l'avait tournée dans sa tête des dizaines, des centaines de fois pour essayer de trouver les mots justes. C'est pas que ça émerge comme ça, comme une pensée fulgurante. Ça se travaille. Et il y a toujours cette idée d'obtenir quelque chose de pur. On pourrait dire que c'était une obsession de la pureté. Je pense pas. C'était de comprendre que les choses se purifient par le travail. Ça enlève les aspérités. C'est pour ça que c'est un travail d'humilité, de constance, de persévérance, parce que le temps, et ça c'est aussi une relation puissante avec le travail, quand je dis la confrontation à l'espace-temps, l'épreuve de l'espace-temps, c'est qu'il faut l'accepter, le réel. C'est accepter les contraintes de l'espace et les contraintes du temps pour faire quelque chose qui dure. Dans nos réflexions sur le durable, c'est ce que l'on redécouvre. On peut évidemment faire qu'un champ donne 10 fois plus de récoltes en beaucoup moins de temps. Pour combien de temps? C'est la grande question. C'est pas durable, c'est pas économique, c'est pas écologique, c'est pas réel. Donc, cette épaisseur du monde, elle va utiliser ces termes-là, cette contrainte, cette contradiction du monde qui nous entoure. Nous sommes dans le monde de Polémos. Elle connaît très bien la philosophie grecque, c'est-à-dire
Nous sommes dans un monde qui nous oblige par son épaisseur à vivre la contrariété, la contradiction. Faut chercher la pureté, mais c'est un monde qui est tout sauf un monde de perfection. Celui qui cherche la perfection ici, de toute manière, à mon avis, sera soit très orgueilleux, soit très malheureux, ou les deux en même temps, orgueilleux et malheureux. Cette pesanteur, cette contradiction, ça veut dire un rapport au monde qui est le fait de comprendre que le monde, sans l'intervention de l'homme, est inhumain. C'est une vieille pensée archaïque grecque, comme je le recite souvent. Le monde sans le théos, c'est pas le cosmos, c'est le chaos, c'est le désordre. Un des maîtres mots que cherche tout penseur de cette lignée, c'est l'harmonie, c'est l'ordre, chaque chose qui puisse développer un bon rapport, un bon lien, des choses les unes avec les autres. Mais c'est ce que représente le cosmos ou le macrocosme, c'est-à-dire cet ordre intelligent et beau qui fascine effectivement tout penseur. Dans cette vision, c'est pas un acquis, c'est le rôle de l'homme de faire que le monde soit habitable pour lui. Donc le monde est avant tout un ennemi au démarrage. Il faut s'en faire un ami, mais c'est un ennemi, il va falloir que je mène un combat entre la pensée et la matière. Bien sûr que le but c'est de réconcilier les ennemis, ou en tout cas de trouver l'union des choses, mais elle va faire son premier travail, je crois, d'agrégation sur Descartes. Elle connaît très bien toutes ces pensées d'opposition entre l'esprit et la matière, mais vu comme un combat, comme une dynamique, pas comme des opposés irréconciliables. Il faut accepter la pesanteur du monde comme une puissance qui, si on reprend son étude de la vision védique, du Veda, et on dirait indienne aujourd'hui, le monde est tamasique. C'est-à-dire, c'est le lieu de l'ignorance, de l'inaction, de la noirceur, de l'épaisseur, de quelque chose qui n'a pas de sens en soi. Dans le sens, c'est tamas. C'est le lieu de la conservation. Dans la vision indienne, tamas n'est pas quelque chose de négatif, c'est simplement quelque chose qui est un des conditionnements de la nature, qui sert à la conserver, cette nature, à faire que les choses restent telles qu'elles sont. C'est ce qu'on appellera aussi la nécessité. Les lois qui sont aveugles, parce qu'elles sont automatisques. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de choses qui sortent de ce réglage. Mais cet automatisme, pour l'homme, c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire c'est le désordre. Il n'y a pas de place pour sa pensée. Il n'y a pas de place pour sa liberté. Il y a juste un conditionnement. Donc l'homme dans le monde, s'il ne combat pas, s'il n'utilise pas cette force adverse pour révéler ce qu'il est au niveau de sa pensée, il va se fondre dans cet automatisme, dans cette ignorance, dans cette lourdeur, dans cette pesanteur, dans cette non-pensée. Il sera aveugle et donc inhumain, avec aucune sensibilité même vis-à-vis de l'autre être humain. C'est une forme de dépendance au monde qui tient au fait qu'il y a eu abdication de la pensée. Elle nous le citera beaucoup dans son expérience d'usine. Elle dit « Ce qui est catastrophique, c'est l'orientation d'un travail qui est un décervelage. » C'est-à-dire, on est tellement fatigué qu'on préfère ne pas penser. On préfère même ne pas penser sa condition. Un anéantissement complet au niveau de la pensée, effectivement, c'est le vrai seulement. On perd tout lien avec soi-même et avec ce qui nous détermine en tant qu'être humain. Donc, c'est la dictature du temps présent, ce monde. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présence de la pensée. Puisque pour qu'il y ait pensée, il faut un passé, une expérience et une projection, un futur. Il faut qu'il y ait du sens, une orientation, une direction, du sens dans tous les sens du terme là-dessus. Donc, cette immédiateté,
c'est avec ça qu'on va se frotter. Il faut imaginer le combat exactement comme deux silex, deux morceaux de bois qu'on va frotter l'un contre l'autre pour faire naître le feu, c'est-à-dire le discernement, la clarté, hein, la capacité de voir dans les ténèbres, dans la noirceur de ce monde qui est sans présence de l'intelligence de l'homme. C'est pas qu'il n'y aurait pas en soi des lois et des nécessités, une intelligence, mais c'est pas l'intelligence de l'homme. Elle ne peut pas s'y exercer en tant que telle. Bon, j'insiste un peu, mais pour elle, elle va nous parler de la brutalité de ce monde, de la détresse de ce monde, d'être étranger à ce monde, de compter pour rien dans ce monde. C'est-à-dire, le monde en tant que tel, si je ne le travaille pas, si je n'accepte pas la guerre, c'est égal à l'impuissance. La caractéristique de ça, c'est que je suis pris dans le chaos, non pas comme une force de possibilité créatrice, mais je suis confronté au chaos comme une force de dissolution. Et il faut vaincre cette dissolution. Donc, elle va pas critiquer le monde en tant que le monde, elle va simplement nous expliquer la raison pour laquelle il faut cette confrontation au monde. Parce que qui dit, comme on fait partie de ce monde, quand on est dans le monde, j'ai pas un choix d'être hors du monde. J'ai juste un choix de faire naître le feu dans ce monde. C'est-à-dire de confronter ma pensée à l'action. C'est pour ça que le travail en tant que tel, travail, humanité, humanité, travail, développement de l'être humain et travail, c'est la même chose. C'est le même concept. Il y a, et on insistera un peu plus après la pause, sur cette notion, il y a une notion de spiritualité du travail. Dans le sens d'émergence de l'esprit grâce à cette confrontation avec le monde qu'on va appeler travail. Puisque ça va nous obliger à un ensemble d'actions qui ne sont pas directement en rapport les unes avec les autres par rapport à ce que l'on veut atteindre. Je sais pas, je veux atteindre le plaisir de la plénitude ou de la vitesse et je fais du ski. Il n'y a pas de rapport entre le ski, la plénitude et la vitesse, que ça émerge, hein, mais admettons que le ski soit un travail. Bon, je veux faire un meuble. Le rapport entre le meuble et tous les gestes qu'il faut faire pour réussir à faire un meuble, il n'y a pas un lien direct. Il y a un lien de cause à effet, d'accord? Mais meuble et le fait d'utiliser une gouge ou d'utiliser tel ou tel outil ou tel intermédiaire, il n'y a pas un lien direct. Il y a un combat qui permet l'émergence de. C'est ce combat qu'est le travail. Hein, c'est comment pratiquer ce travail qui va nous intéresser. Donc, l'épreuve du monde, pour revenir à cette vision claire, hein, l'épreuve, ça veut dire faire mes preuves, ça veut dire accepter la confrontation que le monde va me révéler à moi-même. C'est dans le travail et dans cette confrontation que je saurai enfin qui je suis. C'est-à-dire, le connais-toi toi-même n'est pas une démarche simplement intellectuelle pour chercher les idées, mais je ne pourrai me connaître moi-même que dans la confrontation à l'épaisseur du monde. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, c'est en se confrontant au monde et aux lois de la matière que je saurai qui je suis et surtout que je pourrai devenir. C'est-à-dire moi-même me limer, me poncer, faire sortir de moi la forme la plus adéquate, qui est une forme de pensée. Donc, le monde lui-même est pure indifférence et pure nécessité. Je dois simplement construire entre l'ordre, le cosmos, c'est Notre-Dame de la Garde. Bon, en sens de son lieu dans la cité. Bon. Mais l'agora, c'était toute la ville, mais pas toute la cité, toute la ville dans le sens des lieux d'échange. Les commerçants, les échoppes, les artisans, les places de marché, le lieu du dialogue, de la partie où on discutait sur les places publiques de telle ou telle chose, le lieu de l'échange. Mais la cité grecque, il y avait autour de celle agora les cimetières, hein, comme on connaît autour de la ville, mais la cité ne s'arrêtait pas aux portes de la ville. La cité intégrait les champs. C'est une cité grecque, c'est les champs, qu'on appelle l'agros, l'agora,
et l'acropole. Ça, c'est le modèle de la cité grecque. Il y en a qui décrochent par le haut. Ils sont devenus une forme d'élite intellectuelle, déconnectée de la réalité. On a utilisé tous les biens des autres cités lors des ligues diverses et variées pour construire l'acropole, faire une très belle statue d'Athéna. On a révolutionné la ville, on en a fait un terrain culturel extraordinaire. Pour une minorité pensante, c'est clair. Mais bon, ça, c'était valable dans tous les temps. On va pas faire là-dessus. Mais c'était quand même une grande minorité proportionnellement à d'autres civilisations. Mais concrètement, un travailleur manuel, c'est un esclave. Hein. La valeur du travail n'est pas inclue dans le modèle grec. Et la valeur du travail, d'un point de vue de la forme chrétienne, est une rédemption. Bon, donc entre les deux, on n'est pas sorti de l'auberge par rapport au sens du travail. Comme je dis souvent, par rapport au travail manuel comme voie d'évolution et de transformation, on est pratiquement obligé de retourner à l'Égypte. Aux fraternités de Der el-Médineh ou autres, c'est-à-dire ces fraternités qui considéraient que par l'œuvre et le travail, on pouvait se libérer, c'est-à-dire s'améliorer au niveau de l'esprit, de la pensée et de l'être. C'est-à-dire on pouvait se connaître soi-même. C'était pas une sous-fonction, l'artisan égyptien. Ça dépend des époques ou autres, mais disons, ils avaient le concept et qu'ils l'ont intégré, qu'il n'y avait pas comme dans la vision indo-européenne, pour être clair. Dans la vision indo-européenne, vous prenez du Mésil ou autre, vous pouvez chercher la valeur du travail manuel, vous la trouverez pas. Elle est sous-jacente, en tout cas, elle est aussi en dessous de celle du seigneur, du pouvoir, du guerrier et du prêtre. C'est pas une catégorie à part entière égale dans la société. On peut dire en France, et c'est ça qui est intéressant avec Simone Veil aussi sur ça, c'est qu'il y a en français, à travers le compagnonnage, ou en tout cas l'idéal du compagnonnage, qui ne remonte pas au Moyen-Âge, qui est un peu plus récent. Il y a à boire et à manger, mais il y a cette idée de l'œuvre, de l'œuvrier, c'est-à-dire devenir le meilleur de soi-même par le travail. Mais ça a essaimé un peu en Europe, mais c'est même une idée quand même un peu franco-française. On vient encore ici sur les vieux ateliers et les éléments, il y a encore les col-boules et un certain nombre de choses. Il y a des choses au niveau du savoir-faire, artisans et paysans, qui font partie de l'âme de la France. On y reviendra. C'est pour ça que se couper de notre monde paysan ou se couper de notre artisanat, c'est de se couper de nos racines. Je vais faire vieille France là, mais il faut quand même le dire. Les premiers fossoyeurs de l'âme de la France, c'est parfois des gens comme le FNSEA ou d'autres, mais on pourrait batailler longtemps et comprendre. Mais aujourd'hui, on le comprend un peu mieux, avec les batailles des céréaliers, les Monsanto, on commence à comprendre que ça naît d'une vision du monde particulière, qui est celle que le travail, la terre et les artisans sont une sous-classe sociale. C'est un mal nécessaire ou pas nécessaire, le travail, dans notre vision. Bien. Donc, elle va apporter, Simone Veil, un point clé. Elle va formaliser un point clé depuis le miracle grec. C'est effectivement remettre le travail comme une valeur spirituelle, c'est-à-dire au cœur de la culture. Puisque c'est le travail qui crée une distance entre le désir et le plaisir. C'est-à-dire qu'au niveau de l'éducation, c'est dans cette distance entre le désir ou la volonté de quelque chose et sa réalisation que se situe la transformation de l'homme. La transformation de l'homme, elle est ni dans le désir ou la volonté initiale, ni dans l'accomplissement. Là où il y a transformation, évolution, c'est dans l'entre-deux. C'est dans l'effort que nécessite la transformation pour devenir. C'est-à-dire que c'est pas le fruit de l'action. C'est pas le résultat du travail qui compte en premier. C'est la manière dont je vais le faire. Puisque c'est là où se situe l'évolution de l'homme. Et c'est là où ça positionne le travail comme une spiritualité, bien sûr par rapport au rôle de l'esprit, mais aussi dans cette réflexion
très pointu qu'elle avait à son époque, c'était le fait de dire, de toute manière, les valeurs chrétiennes, la religion chrétienne, ne pourra pas redevenir le cœur de la culture. Il y a eu séparation entre l'Église et l'État. Il n'y a pas de jugement là-dessus, ni de sa part, ni de la mienne. C'est pas un problème de dire c'est bien ou c'est mal. C'est un temps qui a évolué parce que les formes, pas l'esprit, qui peut être contenu dans la vision chrétienne, mais les formes, et ces temps, ayant évolué historiquement, les combats ayant été ceux qui ont été, de toute manière, elle était, dans les années 30 et 40, face à un monde qui était déjà déraciné du point de vue de ses valeurs chrétiennes. Et donc, il fallait réfléchir à quelle était l'autre forme de spiritualité possible pour ce XXe siècle et le suivant. Et dans sa réflexion, quand elle nous dit que le travail peut être au cœur de la culture, quand elle parle de la vision spirituelle du travail, c'est une forme de religion laïque dont elle nous parle. C'est-à-dire, c'est une voie possible, une alternative possible, pour ne pas quitter le monde des valeurs, tout en ayant quitté le monde de la religion. C'est pour ça que c'est un peu erroné de dire une nouvelle religion. Pour elle, c'est plutôt un nouveau fondement de valeurs, une nouvelle manière de définir la laïcité, en remettant simplement une chose au cœur que peut-être tout le monde pourrait accepter, qui est la valeur du travail. Puisque le travail véhicule les valeurs qui, pour elle, sont de toute manière les valeurs chrétiennes ou des valeurs contenues dans les philosophies qui l'intéressent. Et que c'est pas simplement une idée. Le travail est une idée en action, justement. Donc, c'est une voie pratique. C'est pour ça que ça va beaucoup plus loin que simplement une critique en son temps ou une réflexion en son temps des conditions de travail. C'est une clé qu'elle nous donne, en tout cas, pour réfléchir une nouvelle culture. Et quand on parle d'une nouvelle culture, c'est une nouvelle civilisation. Quand on évoque l'idée d'une politique de civilisation, telle qu'en parle Edgar Morin et pas l'autre, là-dessus, on parle d'une politique de civilisation dans le sens de choix de valeurs et d'un choix de culture capable de faire naître un nouveau partage de culture, c'est-à-dire une civilisation. Un partage commun d'une même culture s'appelle une civilisation. Mais pour partager une même culture, il faut vivre concrètement les mêmes valeurs dans l'action. C'est ça qui fait naître une civilisation. Et donc la réflexion de Simone Weil est beaucoup plus puissante que simplement un constat ou quelques pensées. C'est une première tentative qui reste à défricher, selon moi, d'une nouvelle laïcité, d'une nouvelle capacité de vivre ensemble, d'une nouvelle coopération, mot qu'elle emploie, grâce au travail. Pause. Par rapport au fait de refonder spirituellement l'existence, je prends encore des termes de Simone Weil. Elle écrit une phrase très belle et puissante. Le travail fait apparaître le droit, le respect de la personne humaine, l'égalité, la coopération, une amitié rude que rien ne remplace. Donc, la société, ce mésocosme, ce lieu que l'homme doit construire. La société est quelque chose qui est construit jour après jour par les citoyens. Donc, ce fameux lien social, en plus du lien avec soi-même et de la connaissance de soi, que permet le travail, c'est ce qu'elle appelle le fait de refonder spirituellement l'existence. L'existence étant le monde de l'expression de l'être, dans l'espace et dans le temps. Donc, cette définition du travail qui fait apparaître le droit met vraiment en évidence cette opposition que permet de résoudre le travail entre le monde de la théorie des idées et, disons, la sphère, la théorie des idées, le cosmos, et le monde, avec sa pesanteur, son épaisseur, sa chair, et son inertie, et son conservatisme, d'un autre côté, là-dessus. C'est le lieu de la transformation.
le travail. Donc mettre le travail au centre de la culture, c'est-à-dire que réussir à résoudre, ou en tout cas à casser cette forme d'opposition. On dit souvent en France, c'est valable ailleurs aussi, mais c'est quand même très valable ici, avant tout, on est contre. Soit on est unanimement pour, hein, et on est, comment dirais-je, on part derrière un illustre homme ou une illustre utopie tous ensemble, et on va plus loin que tous, hein. En plus de mettre à bas la royauté, on coupe la tête, en plus de faire la révolution, on fait la terreur, en plus de... Bon, on est toujours des extrémistes. Mais il y a aussi une force potentielle de toute forme d'extrémisme là-dessus, c'est la capacité de poser ou d'essayer de poser une forme d'harmonie par opposition. Et une chose, c'est l'opposition. Ici, on connaît très bien. L'autre chose, c'est à pouvoir faire ce travail de croiser. Bon, c'est ce qu'elle nous propose, évidemment, dans sa vision des choses, c'est-à-dire que il faut croiser action et pensée, il faut croiser rêve et réalité, il faut croiser intellectuel et manuel. Ras-le-bol des blouses blanches et des blouses bleues. Les deux devraient pouvoir travailler de manière harmonieuse ensemble. C'est pas que tout le monde soit blouse bleue ou que tout le monde soit blouse blanche, mais tout le monde soit humain. C'est-à-dire, tout le monde se transforme dans toutes les formes d'action qu'il a, et qui est bien une finalité qui soit l'homme lui-même. C'est-à-dire que le cœur de son projet, bien sûr, c'est le lien social tel que on l'a évoqué dans la première phrase, mais le sens du travail, c'est la réalisation de l'homme. Tout le problème de fond, c'est dans quelle position on met le travail. C'est-à-dire, soit le travail est au service de la transformation de l'homme, soit le travail est au service d'autre chose. C'est pour ça que c'est plus fin simplement l'adoption d'une pensée marxiste ou égalitaire ou peu importe les idéologies de son temps et de notre temps là-dessus. J'utilise vraiment à bon escient, parce qu'elle utilise elle-même, le mot spiritualité du travail. Puisque ça va au-delà de simplement chercher une coopération ou simplement un lien social. C'est un outil de transformation, c'est-à-dire d'humanisation. C'est pour ça qu'elle met en rapport travail et culture. Comme la culture est l'outil qui permet à l'homme d'être homme. C'est ce qui permet de transformer l'animal en être humain. Et donc la culture est un travail, ou le travail est la culture. Il faut créer l'union entre la pensée et le monde, l'esprit et la matière, l'homme et les hommes, l'homme et lui-même. C'est une philosophie du lien. Mais du lien en acceptant les oppositions du monde, en acceptant le combat, c'est-à-dire pas en se voilant la face. La question n'est pas de dire tous les hommes naissent avec un esprit de coopération, que d'emblée tout va bien se passer, que l'amitié est une chose naturelle qui émerge dès que deux êtres humains sont ensemble. Bien. D'abord, il y a le désordre. D'abord, il y a l'opposition. D'abord, il y a toutes les nécessités, les instincts matériels qui nous opposent. Et ensuite, il y a un travail possible pour unir. C'est dans ce sens-là que le travail est l'outil pour unir. Donc, rien n'est donné d'avance. Tout est conquête. Dans ce sens-là, le travail qui est une force d'intégrité, puisque c'est ce qui permet de faire le lien. Ce qui permet de faire le lien et l'unité, c'est effectivement le mot qui vient directement derrière, c'est intégrité. L'intégrité de l'ensemble de l'être humain, qui est à la fois pensée, sentiment et acte ou action. Là-dessus. On travaille l'intégrité. L'outil pour le mettre en évidence, c'est l'attention. Derrière ou au cœur de la philosophie du travail qu'elle a pu développer, il y a une philosophie de l'attention. Elle remet au goût du jour la fonction, une fonction du mental, qui est l'attention. Ça veut dire quoi? Pour être attentif, il faut d'abord faire mettre en route sa volonté. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'attention involontaire. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? On se réveille, c'est après la pause. Bon, ça ne réclame pas grand-chose. Mais l'attention
dans un monde de mécanicité, de reproduction, des gestes, des éléments, dans le monde de l'usure, parce que on a à faire 1001 fois les mêmes tâches, et à nouveau, la poussière se redépose, il faut faire le ménage. Et à nouveau, j'ai mangé, il faut faire la vaisselle. Et bon. La continuité générale de l'existence et sa répétitivité aurait tendance à créer une forme d'automatisme où, de temps en temps, il est nécessaire de mettre la pensée, et on met quoi? La pensée dans les choses importantes. Et tout le reste, il faudrait que ce soit fait avant d'avoir commencé. C'est pas pour vous, mais je dis, dans un certain nombre de cas, c'est ni pour moi, mais dans un certain nombre de cas, il paraîtrait que nous cherchons à quoi? À ne faire un effort volontaire d'attention que dans des choses qu'on considérerait importantes. Et quand on dit aux gens que la meilleure manière de s'améliorer, c'est de mettre le meilleur de soi-même en faisant le ménage et des choses simples, ils vous rient au nez. C'est le cas. Je vois, ça marche toujours. Mais oui. C'est pas simplement un cadre de philosophie utopiste, loin des choses. Vous lisez n'importe quel philosophe qui croit à la possibilité d'amélioration de l'homme, il vous dit que l'effort d'attention doit surtout se mettre dans les choses les plus bénignes, puisque c'est là où la pensée abdique, et donc c'est là où, grosso modo, la pensée abdiquant, il y a un fonctionnement végétatif d'un point de vue de la pensée, c'est-à-dire il ne se passe rien. Non, mais on peut penser à autre chose quand même. Bah oui. À tout et à n'importe quoi. Mais l'effort volontaire est de penser à ce qu'on fait, dans ce qu'on fait, au moment où on le fait. Parce qu'autrement, c'est de la fuite, d'un point de vue philosophique. Je vous explique la ligne de Simone Veil. Si en repassant, je suis en train de penser à autre chose que mon repassage, je suis désolé. Quoi, c'est pas bien? Moi, je pense par exemple à... Je pense gagner du temps. Parce que comment je fais un truc et en même temps je fais un autre. Bien. Les activités physiques et L'idée, c'est de repasser intérieurement en même temps que je repasse extérieurement. Je m'explique. Je repasse. C'est pas une vision intellectuelle. J'aime bien repasser. Il est clair que je peux, dans notre vision d'économie du temps, on pense toujours qu'il faut faire une chose en même temps qu'on fait une autre. Mais il y a une clé d'un point de vue de l'être humain. On peut tout à fait avoir des colonnes côte à côte, à l'intérieur de nous-mêmes, qui travaillent simultanément. Ça, je dis pas le contraire. Ça, c'est la force de l'être humain. Vous pouvez avoir une question métaphysique, la garder à l'intérieur de vous-même, et qu'elle travaille par elle-même. Parce qu'elle est sur un plan de travail métaphysique. En même temps, vous pouvez faire quelque chose de physiquement et être très, très attentif à ce que vous faites concrètement. C'est pas qu'il y a la possibilité, l'homme, s'il développe son potentiel de pensée, peut, sur des plans différents, faire plusieurs choses en même temps. Mais l'attention est ici et maintenant dans ce que je fais. Être concentré, ça veut dire être au centre. D'accord ? Être attentif, c'est éclairer ce que je suis en train de faire à partir du centre. Donc, il y a plein de choses qui continuent à faire partie de ma périphérie, des choses qui me concernent. Mais quand je repasse, mon attention, elle doit être sur mon repassage. Ça n'empêche en rien à la pensée de continuer un travail en arrière-plan, mais pas en premier plan, parce qu'autrement, je considère que comme j'ai déjà repassé pendant des années, je n'ai plus besoin de mettre mon attention dans le repassage. Donc, il n'y a plus de progression de l'attention. Et comme la progression de l'homme ne se fait que par la capacité d'être de plus en plus dans ce qu'il fait, c'est-à-dire de mettre tout ce qu'il est dans ce qu'il fait pour transcender l'épaisseur de l'existence. Si je fais une chose pour une autre, ou par une autre, il y a dissociation entre la fin et les moyens, et bizarrement, je peux penser être plus efficace, mais je le suis moins. Parce que repasser intérieurement et extérieurement, ça vous permet deux choses. D'avoir une chemise pas trop mal repassée, et intérieurement, d'avoir les choses un peu plus claires. Faire le ménage intérieurement et extérieurement, vous gagnez
2 fois le temps. Puisqu'en tant qu'être humain, nous avons la capacité de pouvoir travailler à l'intérieur et à l'extérieur simultanément. Et la pensée trop rationnelle, où il y a une case pour chaque chose, fait que si je fais une chose extérieurement, comme c'est pas digne dans notre liste, c'est du travail manuel le repassage, ça n'a pas d'intérêt, on va pas évoluer en repassant. Hein. Bon, il y a toute la liste de pensées qui, comme nous sommes une civilisation intellectuelle par rapport au travail, nous dissocions possibilité d'évolution du travail concret. Donc, c'est toujours du temps de perdu. Si je pouvais ne pas repasser, je ne repasserais pas. Si je ne pouvais ne pas faire le ménage, je ne ferais pas le ménage. Si je ne pouvais pas faire tous les actes matériels, ben je serais un pur esprit. Mais il y a un problème, c'est que j'ai un corps physique, un corps énergétique, un corps émotionnel, et lui, je peux pas lui dire, t'es pas là. Donc on est rappelé à l'ordre. Parce que lui a besoin de se nettoyer, de se repasser, il a besoin de ses rythmes de cycle, il a besoin qu'on travaille concrètement dans son sens pour garder la santé et l'équilibre, non? Eh oui, je sais. Mais j'y suis pour rien, hein, me regarde pas comme ça. Effort continuel d'attention. C'est-à-dire fixer ma conscience, rester au centre. C'est pas une question de me décerveler en me faisant que... Non, justement. Mettre tous mes outils humains, peu importe ce que je fais. Ça, c'est le travail dont elle nous parle. Ça, c'est sa réflexion. Même quand elle verra le travail à la chaîne, le seul intérêt qu'elle verra du travail à la chaîne, c'est que s'il n'y avait pas un certain nombre de contraintes, ou si c'était fait différemment, ça permettrait de développer l'attention. Elle n'a pas du tout une vision simplement, justement, revendicative, en disant « il faudrait pas le travail en usine ». Elle dit « il faut redéfinir le travail en usine, il faut y intégrer un certain nombre de choses pour que ça permette à l'homme d'évoluer ». C'est pas révolutionnaire, vous comprenez, c'est comment observer les choses de mon temps en remettant l'homme au centre et son développement au centre. Donc, c'est le fait de prendre l'acte concret que je fais comme une nécessité qui permet de polariser ma conscience. Et cette polarisation de conscience permet à la volonté de me détacher du fruit de l'action. Parce que le problème de la relation au travail qui transforme, c'est qu'il ne faut pas que je fasse une chose pour une autre. Donc il faut que l'attention, et donc l'attention volontaire que je mette en place, fasse que l'acte lui-même soit déjà le fruit. Un vrai artisan, bien sûr, il est content de l'œuvre qu'il a réalisée. Mais il est content surtout de ce qu'il sait réaliser dans l'œuvre. Ça lui permet de vendre son œuvre. Enfin, de vivre de son œuvre. C'est-à-dire, je fais une chaise pas pour moi. C'est pas le but de faire une chaise ou de faire n'importe quoi, ou un pain, ou un gigot. Bon. Si je l'ai fait bien, si ça possède du sens, si c'est beau, bon et juste dans ma manière de le faire, je suis déjà récompensé. Ça n'empêche pas de pouvoir en vivre dignement. Mais c'est pas la richesse que je retirerai, le profit que je retirerai du fruit de l'action qui est le mobile de mon action. Donc, j'ai intérêt à mettre dans ma manière de faire les choses le meilleur de moi-même. C'est en rapport avec la notion de vocation. La vocation n'est pas un métier. Je peux réussir à exprimer ma vocation, mon devoir, ma loi d'action, ce que je suis, dans n'importe quelle œuvre. Parce que de toute manière, je la colorerai, je la ferai avec mes propres vertus et avec mes propres qualités. Mais pour ça, il faut pas que je dise, si l'œuvre est digne, je mets mes vertus et mes qualités, et si elle correspond pas exactement à ce que je souhaite, je mets rien. Et avec ça, on est toujours en train de se dire, je n'arrive pas à m'épanouir et à vivre pleinement mes qualités, à cause de la société, de mon voisin, de l'autre, de mon chien, de ma grand-mère, toutes les raisons qui sont évidentes pour moi et qui me rassurent sur le fait que quoi? Que je suis paresseux pour faire quoi? Pour mettre le meilleur de moi-même, peu importe ce qui se présente à moi. Et c'est comme ça qu'on transforme les moments de l'existence en opportunités d'amélioration. Ça, c'est la voie qu'elle nous propose par rapport au travail. C'est-à-dire,
toute chose est une opportunité d'amélioration. C'est très stoïcien. Il y a des choses qui dépendent de moi et des choses qui dépendent pas de moi. Qu'est-ce qui dépend de moi? Mais les stoïciens dira ma manière de voir les choses, me représenter les choses. Elle va rajouter à ça ma manière d'agir en fonction de cette représentation dans ce que je fais. Et donc, attention. Développement de l'attention. Et c'est développement d'attention, par le fait de rester concentré au centre des choses, qui permet la synchronicité, un terme qu'on aime bien aujourd'hui. C'est-à-dire, ça permet, oui, de pouvoir continuer à avoir une colonne en nous qui peut avancer au niveau de la pensée, des sentiments, des émotions qui continuent à avancer, enfin, d'avoir différentes colonnes simultanément, parce que je reste au centre de moi-même et j'éclaire simplement avec mon attention ce que je suis en train de faire pour que ça devienne le support, la forme matérielle et concrète d'incarnation de l'idée, du sens et de l'être. Et là, je peux dire, oui, dans ce sens-là, je suis là, l'être là, qui est pas dans la philosophie de Simone Weil en tant que telle, mais la notion d'être au monde veut dire quoi d'un point de vue de l'être humain? C'est qu'il faut que la pensée et l'esprit soient au cœur de ce que je fais. Et autrement, je suis un touriste de l'existence. Je suis toujours en train d'attendre que les circonstances soient favorables ou correspondent à ce que j'aime et ce que j'aime pas pour pouvoir me transformer. Pour me mettre au travail, il faudrait que le travail soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle, la base de son orientation, c'est de dire, bon, bah, très bien, il faut mon temps et c'est le travail en usine. Je vais au travail. C'est le travail de la terre. Je vais au travail de la terre. Je me pose pas une question si mon temps devrait être mieux ou moins bien. Je me mets au cœur des choses pour voir comment l'améliorer. Et c'est pour ça que je dois me plier aux exigences de l'existence. Pas simplement par sentiment, je sais pas, de bonté chrétienne, de souffrir comme l'autre souffre. On discutait à la pause, savoir, dans le reportage d'Arte ou autre, qu'elle se serait laissée mourir à la fin. Idiotie, pour moi. Il n'y a pas plus amoureux de la vie que Simone Weil, mais de l'action dans la vie, du combat, enfin. Qu'après, on brûle la mèche, enfin, la bougie par les deux bouts, dans le sens où on se donne pleinement dans l'action et dans les choses que l'on fait. Bon, mais comme toute chose, on peut en mourir, hein. Mais comment dirais-je, je peux mourir en traversant la rue aussi, comme je dis toujours. C'est pas parce que je meurs d'une chose que j'ai provoqué cette mort en voulant me détacher de l'existence. Elle, sa vision étant de vouloir être au cœur même de l'action et de l'existence, c'est à mon avis lui prêter une finalité qu'elle n'a pas. Bien qu'il peut toujours y avoir faiblesse humaine, mais c'est pas pour la diviniser. Mais concrètement, c'est pas en rapport pour moi avec son orientation. C'est une récupération un peu pathos, un peu autre, d'une vision, parce que comme ça nous dérange toujours les pensées et les choses qui nous dépassent, qu'il faudrait plutôt admirer, notre meilleure manière, c'est quand même trouver une faille dans tout ça pour nous la rendre plus humaine. Hein, ce que j'appelle toujours la nanocratie, c'est-à-dire comment réduire tout le monde à ma taille. L'attention est donc ce qui nous permettrait de voir les choses telles qu'elles sont, d'atteindre la notion de vérité, de bien, c'est-à-dire de développer le discernement. Puisque je ne peux voir les choses clairement, ou ma pensée peut s'exprimer clairement dans le monde, que si je suis présent dans ce que je fais. Et autrement, je vois à moitié la chemise en même temps que je pense à ce que je vais faire à manger et autres sur ça. Automatiquement, ça va être bien. Mais où est le perfectionnement? Où est le fait de pouvoir donner du sens à mon geste? C'est pour ça que ces constats par rapport au travail, on n'aura pas le temps de développer, mais sur ce qu'elle observera en usine, c'est ce qu'elle va observer, c'est toutes les choses qui vont empêcher l'être humain d'évoluer à travers le travail, qui vont être pour elle les choses à améliorer, une réflexion d'amélioration par rapport au travail. D'abord, évidemment, que ce soit l'homme au service de la machine et pas la machine, penser en taille, en vitesse et en logique par rapport à l'homme. Et réfléchissons un peu de notre manière de... Bon, pour nous, on a mis le profit au centre, hein, c'est pas l'homme, ça fait longtemps que c'est plus l'homme, donc c'est bien pour ça qu'on est en crise. Donc, on réfléchit quoi? On a réfléchi nos modes de production pour pouvoir produire de mieux en mieux, de plus en plus vite, pour se libérer de plus en plus du travail. C'est une idéologie, c'est une philosophie qui continue à courir. Comment produire le plus possible, dans le moins de temps possible, avec un minimum d'êtres humains. Bon.
libérer l'homme de l'esclavage du monde n'est pas une mauvaise préoccupation. C'est pour ça que Simone Veil va pas se dire, tiens, on arrête les usines. Mais par contre, réfléchissons. Est-ce que c'est économique de produire du blé avec un joli tracteur, plein de Roundup et autres, de mettre la terre? Vous allez voir n'importe quel paysan, il vous dit, bon, de toute manière, j'ai fait la bêtise de vouloir faire de la productivité, je vais mettre 20 ans pour payer mes traites et mes éléments, en plus, ce que je fais n'est pas de bonne qualité, sur ça, grosso modo, l'âme du paysan a disparu, puisque grosso modo, je suis au service de la productivité, de ce que je dois sortir, de Monsanto et des autres. Bon, ça c'est sûr. Enfin bon, c'est toujours facile les boucs émissaires, mais c'est vrai que ce problème est réel. Bon, alors, réfléchir la machine, ça veut dire quoi? Bien sûr qu'il faut des machines. Mais s'il faut des machines, et qu'en même temps il faut que l'être humain puisse s'améliorer en travaillant, il faut que des machines qui soient en partie à taille humaine. C'est-à-dire que le rapport de la taille de la machine, de la manière d'en faire le tour, de le comprendre, de pouvoir y accéder même, c'est-à-dire que ce soit pas un objet complètement extérieur à moi-même, soit réfléchi, sans avoir une solution d'emblée, mais disons, qu'on puisse mettre les bureaux d'études et bureaux de réflexion pour réfléchir les modes de production en fonction de ce qui est nécessaire de développer en l'être humain. C'est différent de développer une machine en voulant développer l'attention, la concentration, la mémoire, l'imagination, les différentes qualités ou vertus de l'être humain, ou développer une chaîne de travail pour développer la générosité, la solidarité, la capacité, comment dirais-je, que chacun trouve son bon rythme, que de dire comment produire le plus possible au moindre coût possible. C'est pas la même mentalité. Ça, c'est ce qu'elle va effectivement reposer en disant, bon, faut d'abord, avant de parler de quoi que ce soit, mettons-nous d'accord sur ce qu'on met au centre. Parce qu'elle rigolera beaucoup de la crise de 29, enfin, entre guillemets, elle rigolera. Elle dira, mais quelle crise de surproduction! Il y a qu'à regarder le monde ou autre, où elle est la surproduction, quand il y a des millions et des millions de personnes qui n'ont rien. Donc c'est pas une crise de la surproduction. C'est une crise du modèle de profit. C'est une crise de répartition, c'est une crise de vision du monde, la crise de 29. Mais pas de surproduction. On nous parle de surproduction, crise de machin. Pas du tout. Ce que ça met en évidence, c'est que ce qu'on avait mis au centre, et comme c'est pas joli ce qu'on a mis au centre, parce que c'est pas humain, on va nous faire plein de théories et nous raconter plein d'éléments qui fait qu'on n'a toujours pas bien analysé les crises. Et pourquoi on n'analyse pas bien les crises? C'est parce que la remise en cause de la crise est une crise culturelle et pas une crise économique. Bon. Donc, ne pas être esclave de la machine. Ne pas être esclave du temps. L'oppression, c'est la subordination à la pendule, comme on dit. Comme c'est la productivité, on va être viré. Si on ne tient pas le rythme et l'élément, bon, c'est les temps modernes. La brutalité du travail en usine, c'est brutal. C'est-à-dire, il n'y a pas peu de solidarité entre ouvriers. C'est un monde inhumain qui crée un mode de fonctionnement inhumain sur les chaînes. Parce qu'il y a la concurrence, parce qu'on risque de se faire virer, parce que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des individus capables d'aider. Elle en a vu, elle témoigne. Mais c'est plutôt un mécanisme qui est fait pour séparer les individus les uns des autres que pour permettre la coopération. Elle critiquera pas du tout, même les petits chefs au-dessus. C'est pas tellement, ils sont pas méchants en soi, ou pas méchants, ou quoi que ce soit, par rapport au travail des ouvriers non spécialisés. Mais c'est une machine qui n'est pas faite pour développer, dans tous les cas, les valeurs et les qualités humaines. Bien sûr, les ordres contradictoires, c'est ça, si vous lisez l'enracinement sur ce qu'elle met dans les besoins de l'âme, c'est très intéressant parce qu'on n'imaginerait pas les besoins qu'elle dit. Mais enfin, c'est pas le but de la conférence de ce matin, dans la liste qu'elle donne. Mais une des choses dont elle met en évidence, c'est cette notion qu'on ne peut pas vivre dans le contradictoire. Le problème n'est pas d'obéir. Le problème, c'est même pas les ordres. Le problème, c'est la contradiction des ordres. C'est les ordres contradictoires qui finissent de casser complètement la pensée. On peut, entre guillemets, être dans un système d'obéissance et continuer à penser. Parce que l'ordre n'est pas forcément, d'ailleurs, du décervelage. Il peut être une nécessité pour coordonner les choses.
Mais quand on vous demande deux choses impossibles à faire en même temps, là, ça casse l'être humain. C'est l'hypocrisie d'avoir à réaliser un ensemble de choses qui ne sont pas réalisables, qui cassent moralement l'homme, qui lui cassent sa dignité d'homme. Et il y a cette forme de décervelage et de fait de casser sa dignité dans ce qui est à l'observe de ce qui est exigé dans le travail. Parce que ça veut dire que si on est en contradiction, qu'on n'est pas digne, on compte pour rien. Il y a une distance entre toutes les choses qui se créent. On est étranger à soi-même, étranger à l'usine, étranger aux autres. Enfin, on ne peut plus développer l'attention, on ne peut plus être là. On ne peut qu'oublier pour continuer à vivre. Parce que comme c'est des besoins intérieurs de l'être humain, cette cohérence, si je ne peux pas la vivre, je déconnecte de la réalité. Et dans le fond, un ouvrier est intellectuel. Dans le sens où il est obligé de se réfugier dans un monde imaginaire de pensée non réelle. Il est obligé de projeter sur sa propre vie, sa propre existence, un voile utopiste, imaginatif là-dessus, qui ne correspond pas à ses conditions de vie réelles. C'est pour survivre, on est obligé de générer des utopies, dont une partie des combats sociaux sont la preuve. C'est-à-dire, les trois quarts des gens réclament des choses qui ne sont pas en rapport avec le fait s'ils les avaient de leur bonheur. Mais ils réclament parce que c'est plus simple dans l'utopie, dans ce qu'on leur propose, d'imaginer que c'est la seule chose à réclamer. Parce que ça convient à un système pour, dans le fond, pas se remettre en cause. Vous savez, tant que je ne réclame simplement que des augmentations de salaire, de travailler moins des choses, ça remet pas en cause le système. Donc ça convient au système, y compris les réclamations. Puisque tout le monde joue le même jeu. Dans le fond. Tout le monde part du même paradigme, de la même manière de voir les choses. Avec ceux qui profitent, chacun profite à son niveau, disons. D'autres plus que d'autres, vous allez me dire, oui. Mais toujours sous le même mode de pensée. Ça, c'est lié effectivement au fait d'être moralement déraciné. Parce que si on met plus l'individu au centre, le travail déracine moralement. Et ne pouvons pas plus voir la réalité en face, ni soi-même en face, par rapport à la différence qu'il y a entre ce que j'aimerais être, ce que je pense, ce que je ressens, et ce que je fais. Je suis effectivement déraciné, c'est-à-dire j'ai perdu ma source d'alimentation, qui sont les valeurs humaines. Je m'assèche, ou je vis une forme de schizophrénie assez courante, où je développe une quantité de neuroleptiques divers et variés pour oublier ma condition de mon existence. Nous en sommes là. Cette problème au cœur n'étant pas réglé, il est clair qu'on a besoin d'oublier. Donc les loisirs, comme les neuroleptiques, comme tout ce qui nous est proposé, sont des formes d'anesthésiants pour protéger et conserver l'épaisseur du monde. C'est-à-dire ne pas remettre au centre la question de sur quoi fonde-t-on la société, sur quoi fonde-t-on, quelle est notre définition de l'être humain, et quels sont donc nos projets d'avenir, qui seraient de toute manière là-dessus très déstabilisants par rapport à tous les acquis. Puisqu'il faudrait évidemment repartir sur une totale autre organisation. Il faut la construire. Donc c'est un peu complexe parce que ça oblige une intégration dans le temps d'un changement qui ne peut pas se faire de manière brutale. Alors, c'est pour ça que par rapport à l'actualité de la pensée de Simone Weil, par rapport au travail, comme je l'ai un peu évoqué, je l'espère, en tout cas, vous donner quelques pistes dans l'exposé, elle nous propose en fait de refonder une nouvelle spiritualité basée sur l'attention, la concentration, la capacité de remettre l'homme au centre et de se remettre au centre du travail, se remettre au centre de l'action. De casser un moule où on travaille pour obtenir des loisirs. On travaille pour pouvoir profiter de ne pas travailler. On devrait être heureux, je sais pas combien de millions de chômeurs, on devrait donc être heureux de tout ce qu'on a construit. Nous avons même un chômeur en France, même s'il y a de la misère, a parfois largement plus qu'il y a un siècle ou deux, ce que la majorité des gens avaient pour vivre. C'est pas pour dire soyons heureux, tout le monde a ce qu'il faut. Non, mais on a d'autres besoins, c'est pour ça qu'on est encore plus malheureux.
parfois qu'il y a un siècle ou deux, parce que comme on a développé d'autres moyens, et que pour cela on n'a pas de quoi se les payer, on voit les autres qui se les payent, ce qui est la force et la joie de la communication là-dessus, sur ça, il y a effectivement une grande difficulté. Mais ce qu'elle nous apporte en tout cas, pour moi en tant que philosophe, c'est de ne pas regarder notre temps en termes simplement de critique, d'opposition, de dualité. Elle nous a montré un exemple de comment essayer de refonder un imaginaire, comment développer de la créativité en ne refusant pas le réel de ce que nous sommes en train de vivre. Ça nécessite une grande puissance. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui rêverait dans sa vision du monde que le sol français corresponde à une souche génétique française, pour citer des choses qui peuvent revenir à l'horizon. Bon, ça veut dire quoi? Déjà, c'est quelqu'un qui connaît mal l'histoire, puisque nous sommes faits de métissage. Et deuxièmement, ça voudrait dire un déni complet de la réalité, en disant, parfait, re-rentrons en conservatisme, fermons nos frontières, contrôlons tout ça. Ça s'appelle un déni du réel. On devrait beaucoup plus se poser la question de comment intégrer toujours plus et profiter dans le bon sens du terme de l'opportunité de la diversité. Ce qui est normalement une des capacités et une des qualités, pas simplement de Marseille, mais normalement d'un pays comme le nôtre, qui sommes un pays de jonction là-dessus. Bon, c'est une manière de regarder les choses, surtout avec aucun déni de la réalité. Ne pas vouloir fuir les choses telles qu'elles sont, mais se dire, bon, qu'est-ce que de manière réaliste et concrète nous pouvons faire pour, sans se priver du développement technique, sans se priver du développement donc technologique, scientifique, sans se priver des acquis, comment les remettre au service de l'homme? Parce que ce qui est évident, c'est que si nous faisons pas ce travail, nous pouvons rentrer dans la notion de revenir en arrière. Malgré nous, malgré notre volonté de tout conserver pour aller plus loin, on va être obligé de faire un certain nombre de choix, mais pour conserver ce qu'il y a du bon dans ce qu'on a développé, sans passer par une table rase. Et ça, l'histoire, là, on connaît plein de tables rases. Table rase dans le sens où on est obligé, pour un changement de culture et de civilisation, de passer par un âge de guerre civile, sociale, ou entre pays, entre sur ça, ce qui historiquement est un vrai danger. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à mettre nos pieds dans ce genre de sentiers que nous propose Simone Veil, qui ne sont pas des sentiers révolutionnaires, mais qui sont des sentiers vraiment de quelle évolution possible, ici et maintenant, de manière pacifique, mais militante. C'est du militantisme pacifique, c'est de l'engagement sans que ce soit au détriment de personne, puisque là on n'est pas en train de vouloir mettre les gens en lutte les uns contre les autres dans ce qu'elle nous explique. On est en train de dire simplement il faut redéfinir notre cadre de pensée et retrouver du bien commun. Redéfinir quelque chose qui vaille la peine qu'on se mette tous à l'ouvrage. Remettre au cœur quelque chose qui nous soit au service de tous. Et à part l'être humain, et le meilleur de l'être humain, je vois pas qu'est-ce qui peut nous fédérer. Si ce n'est après qu'une partie, c'est-à-dire qu'une vision partisane là-dessus. Et par rapport à notre pays ou la terre de France, je pense que une vraie réflexion par rapport au monde paysan et au monde artisan, par rapport aux crises que nous sommes en train de vivre, est un élément d'actualité. La réintégration au cœur des villes et toutes les initiatives pour rassembler le travail de la terre, le travail de l'artisanat et le travail des grandes villes là-dessus. Toute cette réflexion sur des choses plus à taille humaine. Parce que derrière artisan, il y a le rapport artisanal des gens les uns avec les autres. Repenser les choses à taille humaine. Ça ne veut pas dire se priver des évolutions, mais ça veut dire ne pas non plus imaginer que le quantitatif est la clé et la vérité. Il faut accepter de repayer les choses au prix auquel ça vaut. Ça veut dire que pour avoir de quoi payer les choses auxquelles ça vaut, il faut que chacun se mette au travail.
enfin un partage du travail. Parce qu'autrement, je continuerai à pas comprendre pourquoi un produit sain ou pourquoi quelque chose de consommation de nos vêtements ou autre, j'ai pas de quoi me le payer sur une production locale. Parce que tout l'avenir passe, on dit rapprochement, circuit court, capacité de pouvoir consommer ce qu'on produit en Provence, de pouvoir s'habiller avec ce qu'on produit en Provence, parce que des choses qui traversent la moitié de la terre pour nous venir, évidemment c'est pas cher, mais parce que celui qui le fait, c'est de toute manière, lui, il en profite même pas. La notion du développement durable ou du commerce équitable passe par la notion de plus en plus de comprendre qu'il faut cultiver sur place ce dont on a besoin avant de se réfléchir à l'exportation. Parce que c'est équitable, c'est pas simplement que les gens travaillent dignement. C'est qu'en plus, ils puissent travailler pour avoir eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Et après, certains produits ont besoin de circuler. Ça s'appelle le commerce, ça s'est toujours fait, c'est naturel. Mais c'est réflexion par rapport au travail, par rapport à la consommation autre, que le mur écologique qu'on s'est pris dans la figure et qu'on continuera à se prendre, ça nous met en éveil là-dessus. Mais il faut pas que ce soit une réaction simplement pour durer plus longtemps. C'est tout le problème de la réflexion écologique et économique aujourd'hui. Et on veut quoi? Survivre encore un peu plus, conserver un peu plus les valeurs précédentes qui ont fait qu'on est arrivé là où on en est, ou est-ce qu'on prend des options de vie et de comportement qui permettent peu à peu d'orienter la société? Parce que vous savez, la société, elle s'oriente en fonction de nos modes de vie. Faut pas imaginer Big Brother qui oriente tout, hein. Si vous consommez différemment, si vous vivez différemment, si on développe d'autres valeurs dans le travail et dans le rapport, la société change. Ça commence par l'individu, pas par la quantitatif, les partis ou la révolution. En tout cas, dans la vision de Simone Veil. Enfin, je fais un bien, hein? Bah, évidemment, mais bon. Dès que je récupère Simone Veil, peut-être. Donc, c'est l'idée, et ça c'est une chose qui nous est très puissante, et je finirai là-dessus, par rapport en tout cas, quand je parle de Terre de France ou autre, c'est pas du chauvinisme ni une volonté, mais quand on parle de Simone Veil, on parle de quelque chose qui, je pense, peut apporter au monde en tant que son courant philosophique, mais qu'on peut d'autant mieux comprendre que l'on est de cette terre. Nous sommes d'un imaginaire, d'une pensée, d'un rapport avec l'âme de la France, si on peut dire, qui est basé sur le lien entre le penser et le savoir-faire. On est un pays du savoir-faire. Quand on vient chercher la mode ici, les éléments, hein, même quand les plus grands couturiers viennent travailler sur les ateliers en France, vous savez pourquoi ils viennent travailler sur les ateliers en France? Parce que les couturières et les gens qui sont dans ces ateliers, on ne trouve pas l'équivalent ailleurs. Par rapport à l'union entre la pensée et la main. Vous pouvez trouver du travail beaucoup moins cher pour produire ailleurs, mais vous pouvez pas produire un sac Vuitton d'une création ailleurs. Si vous le faites, vous perdez la qualité et vous perdez le fait d'être le premier dans la mode. Parce que nous sommes un pays qui possédons les valeurs par le savoir-faire. Mais le savoir-faire qui unit la pensée et la main. Le savoir-faire, c'est pas simplement un tour de main, c'est un lien entre la pensée, les sentiments et le geste là-dessus. C'est-à-dire, c'est une vraie spiritualité du travail. Et nous avons la chance, en France, d'avoir une expérience là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de se couper de nos différents savoir-faire. Ça ne veut pas dire que tous ces métiers sont pas en train de se perdre. Et le sens même, l'amour du travail bien fait. Mais, on peut peut-être rebondir plus facilement, hein, ou repartir sur d'autres formes de société plus facilement, grâce au fait qu'il reste ce fond culturel et encore un certain nombre de témoignages vivants de ce savoir-faire, de cet mariage entre la pensée et l'action. Et par rapport à la philosophie du travail, c'est pas pour dire qu'on est les seuls, plus on est, mieux c'est, hein, je suis pas, vous savez, les bonnes idées et la manière de faire, faut les prendre partout. Mais là, on a la chance d'avoir et l'expression d'une penseuse française, une grande philosophe française, et un pays qui peut nous donner un bon exemple encore concret aujourd'hui de ce que ça pourrait être, en acceptant simplement, bien sûr, de digérer à l'intérieur de cette pensée nos évolutions techniques, technologiques ou autres, puisqu'il n'est pas question de rêver simplement au tonnelier, aux vieux métiers et autres. Cet état d'esprit est applicable à toutes les choses, du laboratoire ou du programmeur jusqu'au travail manuel classique qui est resté.